Le passage par showroom, Ouais. j'ai l'impression que ça a été un game changer. C'est quelque chose qui vous a boosté. Il y a l'histoire avant, l'histoire après, même si c'est une relation capitalistique. J'imagine que ça allait quand même un peu au-delà. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que ça a changé? C'est toujours une question de perspective. Nous, là, t'es dans nos bureaux qui sont pas chez Showroom et on n'a jamais été dans les bureaux de Showroom. Tu vois nos équipes qui sont les gens que nous avons recrutés avec Team et ces gens-là sont jamais passés par chez Showroom. On a notre technologie qu'on n'a pas acheté, mais c'est Shopify. Donc en fait, on a notre mode de fonctionnement qui n'est pas celui de Showroom parce qu'ils sont pas sur cette plateforme et on a nos relations directes avec les marques. Donc sur les grands fondamentaux, en fait, Showroom a été plutôt passif qu'actif. Ok. Et pour ce qui est de la relation capitalistique que nous avons eue, ils ont investi de l'argent dans The Braderie, mais ça a été 100% de cash out, dans lequel en fait l'argent a contribué à cleaner la cap table des investisseurs qui étaient rentrés au préalable et Tim et moi qui avons vendu un petit peu de part à l'époque. Donc en fait, il n'y a pas eu d'argent investi par Showroom dans le développement de la société. Bonjour et bienvenue sur les Digital Doers. Depuis 2019, je prends le temps de rencontrer celles et ceux qui façonnent et transforment le commerce en France, des dirigeants de marques, d'enseignes, de plateformes, de DNVB ou de solutions qui vivent de l'intérieur les grandes mutations du commerce. Ici, pas d'interview formatée, j'aime les conversations longues, franches et analytiques, celles qui permettent de prendre de la hauteur, de comprendre les choix stratégiques, les contraintes, les arbitrages et les convictions, que ce soit en mode one-to-one ou dans des formats thématiques. Nous parlons de distribution, de marché, de proposition de valeur, d'évolution des comportements d'achat, mais aussi de technologie et de solutions. Chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode. Pour en être notifié, vous pouvez vous abonner à la plateforme d'écoute de votre choix. Enfin, pour suivre l'actualité du podcast et de notre écosystème, vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, ainsi que sur mon groupe WhatsApp et bien évidemment sur lesdigitaldoers.com. Tous les liens sont en description de cet épisode. Bonne écoute, toujours sans coupure. Il faisait ses premiers pas. À l'époque, le projet portait déjà une idée assez simple mais exigeante, proposée à la vente événementielle, sans renoncer au désir de marque, dans un univers de la mode qui commençait à se tendre, sans encore mesurer à quel point l'équation allait se compliquer. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Le pouvoir d'achat est devenu une variable centrale. La promotion s'est installée comme un bruit permanent. Les surstocks se sont imposés comme un sujet structurel. Et le e-commerce de la mode est entré dans une phase plus dure, plus mature, parfois moins indulgente. Dans ce contexte, The Braderie a continué d'avancer, a changé d'échelle, a dû faire des choix, notamment en ouvrant son capital au groupe Showroom Privé avant de retrouver son indépendance. Un parcours qui raconte à la fois l'histoire d'une entreprise et celle d'un marché en profonde recomposition. Pour revenir sur ce chemin, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Édouard Caraco, cofondateur de The Braderie. Nous avions déjà échangé il y a 5 ans, à un moment où tout était encore à construire. Ce nouvel épisode est l'occasion de prendre du recul, de regarder ce qui a tenu, ce qui a évolué, ce qui a parfois résisté, et de comprendre comment se construit une trajectoire dans un environnement aussi mouvant. Comme d'habitude, notre conversation va se structurer en 4 temps. Nous commencerons par son parcours et sa trajectoire personnelle pour comprendre l'entrepreneur derrière le projet. Nous prendrons ensuite le temps d'analyser le marché de la mode, de la vente événementielle tel qu'il se présente aujourd'hui, avec ses tensions et ses paradoxes. Nous reviendrons ensuite sur la proposition de valeur de The Braderie en faisant le lien entre les dernières années, les choix opérés et les projets de développement à venir. Enfin, nous terminerons par un focus sur la relation client, histoire de parler data, CRM, acquisition et fidélisation dans un modèle fondé sur l'événement, la rareté
et la confiance. Mais avant de commencer, Édouard, ce que je te propose, c'est de te présenter ou de te représenter, de nous dire comment finalement aujourd'hui tu te définis en tant qu'entrepreneur. Bonjour, déjà merci beaucoup pour le temps que tu m'accordes. Ça fait 5 ans maintenant qu'on a bossé ensemble, enfin qu'on a échangé la dernière fois. Ouais. Le temps passe vite, bien que j'ai quand même l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses dans les 5 dernières années. Comment est-ce que je me définis? Donc je m'appelle Édouard Caraco, j'ai 32 ans maintenant. La dernière fois que on avait vu, je devrais en avoir 26, 27. Je suis le cofondateur de The Braderie. Je pense que c'est important de préciser, bien que je suis le cofondateur, parce que j'ai la chance de travailler tous les jours avec Timothée Lignet, qui est mon meilleur ami depuis qu'on a 10 ans. Donc on reparlera un petit peu de ma trajectoire en tant qu'entrepreneur, mais c'est une trajectoire qui est très liée avec l'amitié que j'ai avec Tim. Et je pense que, évidemment, je n'aurais jamais pu monter The Braderie sans avoir eu la chance de travailler avec lui tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc, je suis l'heureux cofondateur de The Braderie, qui est une boîte exceptionnelle qu'on a lancée maintenant il y a 7-8 ans, qui a vécu déjà plusieurs vies. Alors, je pense que tous les entrepreneurs peuvent dire la même chose, mais il y a plein de vies différentes dans le développement d'une boîte. Et j'ai aimé tous les différents moments de la vie de The Braderie. Et là, on repart dans une nouvelle vie, une nouvelle page, parce que cette boîte qu'on adore, on avait fait entrer au capital Showroom Privé, comme tu l'as mentionné. Et là, on vient de communiquer sur le fait qu'on a racheté les parts qui appartenaient à Showroom. Donc en fait, on était plutôt dans une logique de sortie, et là, on se réengage complètement. Et on a hâte de réécrire la suite de l'histoire de The Braderie. On a plein de projets. Et on va pouvoir entrer dans les différents détails que tu souhaites. On va y arriver, bien sûr. Tu le disais, 32 ans, 7-8 ans de The Braderie, ça veut dire qu'il y a quand même eu quelque chose avant. Tu as mentionné l'amitié de Tim et que tu as avec Tim et que Tim a avec toi. C'est important, c'est structurant pour le projet depuis le départ. Ouais. Et avant de se lancer, vous étiez quoi, étudiant? Vous avez eu Ouais, alors en fait, c'est quoi on est l'histoire? potes depuis qu'on a 10 ans. On était au collège, lycée ensemble. Puis après, on est allé étudier à Londres. On a étudié, on a fait un bachelor, donc on a fait que 3 ans d'études Ouais. dans la même classe. Et pendant nos études, on a monté notre première boîte, qui était une boîte de gestion locative d'appartements sur Airbnb. Ouais. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous aujourd'hui. Ça serait Check My Guest, par exemple. Je sais pas si tu connais. Et donc, c'était notre première aventure entrepreneuriale pendant nos études, qui a plutôt bien marché. Et après nos études, donc Tim est parti bosser. Études de commerce, de marketing. On a fait Accounting and Finance. Ok. Tu vois, compte la finance. Très populaire à Londres, qui était un peu une école. C'était vraiment tout était fait pour devenir banquier, ce qu'on n'est pas devenu. Mais bon, c'est pas de regret. Et donc c'est comme ça qu'on s'est confronté la première fois à l'entrepreneuriat. Londres, c'était en quelle année, juste pour remettre un peu de contexte? Il y a j'avais 18 ans, donc ça commence à faire un petit bout de temps. Il y a 14 ans maintenant. Ok. Et alors, donc, après nos études, donc seulement 3 ans d'études, on s'est retrouvé très tôt sur le marché du travail, parce qu'on avait 20 ans, 21 ans. Et on avait décidé à l'époque de se dire, l'entrepreneuriat, c'est super, mais allons apprendre un petit peu. Tim est parti bosser chez JP Morgan en banque d'affaires. Ah ouais, pour le coup. Exactement. Et moi, je suis allé bosser chez Amazon. Ouais. Et en fait, au bout de... En France ou à Londres? À Londres. Ouais. Et au bout de 3 mois, on s'est dit, mais attends, on fait fausse route complète, c'est pas du tout fait pour nous. On se sentait, je pense, profondément entrepreneur, en tout cas épris de liberté, ce que te permet l'entrepreneuriat. Et donc, on a quitté ces postes-là très vite, au bout de 3 mois, pour lancer une nouvelle société avec 2 personnes à Paris. C'était une société de logistique e-commerce. Et c'est dans cette société qu'on a identifié, je dirais, à travers le regard qu'on avait dans cette société, qu'on a identifié, je dirais, l'opportunité de venir rafraîchir le monde de la vente privée, qui était ultra dominé à l'époque par 2 acteurs, vente privée et showroom privé, qu'on considérait à l'époque vieillissants. Et je pense que notre analyse de l'époque était bonne à l'époque et elle est toujours bonne aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on s'est créé un chemin en venant rafraîchir le monde de la vente privée. Donc, en ayant une proposition de valeur différenciante pour les marques, c'est-à-dire leur offrir un écrin beaucoup plus qualitatif, Parce qu'en fait, c'est quoi le sélectif. constat que vous portiez à ce moment-là? Ils étaient devenus très généralistes. Ouais. Donc, il y a des très belles marques qui voulaient plus bosser chez eux parce que c'était devenu trop généraliste. Et donc,
Trop généraliste, ça Euh, veut dire trop de marques dans trop de catégories? Exactement. En fait, les marques aujourd'hui, quand tu es une marque au bon marché, t'as pas envie d'être distribué sur une plateforme sur laquelle, à côté de toi, il y a des poubelles et de la lessive. Donc, il y avait un besoin d'apporter un niveau de sélectivité supérieur et il y avait surtout un besoin de rajeunissement de la plateforme. En fait, à l'époque, VP, Showroom, ils étaient très forts pour cibler nos mamans. Ils étaient pas du tout forts pour cibler nos copines. On s'est dit, bah, lançons une plateforme adaptée pour la génération 25 ans qu'on avait à l'époque. Et donc, utilisons les canaux pour toucher cette audience. Donc, lançons une plateforme de vente privée sur Instagram. C'est peu ou prou la vision qu'on avait, enfin, c'est exactement la vision qu'on avait il y a 8 ans quand on s'est lancé. Et on est encore aujourd'hui un acteur ultra présent sur les réseaux sociaux on continue de proposer aux marques de rajeunir leur audience à travers une opération parce que nous, notre cliente, elle est en moyenne 30, 32, 33 ans quand nos concurrents VP ou Showroom, ils ont une audience qui est plutôt à 50, 55 ans. Comment tu le fais en fait pour adresser cette cible? C'est quoi les codes pour toucher cette cible que les deux acteurs principaux que tu as mentionnés, Showroom et Ouais. VP, n'arrivaient pas à Bah, je pense activer? qu'en fait, c'est très difficile de parler à une maman et à sa fille en même temps. En fait, c'est beaucoup plus facile de s'adresser à sa fille et que la maman veuille la même chose que sa fille, mais c'est beaucoup plus difficile de s'adresser à sa maman et faire en sorte que la fille veuille la même chose que sa mère. Et donc, on s'est dit, il y a un coup à jouer, allons cibler la clientèle jeune. Pour ce faire, bah, allons cibler des marques qui plaisent à cette communauté et adaptons le discours pour qu'il soit parfaitement Aligné avec les aligné attentes? avec les attentes. Et c'est quoi justement le discours qu'il faut réécrire? Quand on fait des ventes Ouais. exclusives, c'est le cocon à l'intérieur de laquelle tu présentes la marque, heu, c'est aussi travailler sa marque. The Braderie, c'est Ouais, quelque part, alors c'est aussi une en fait, marque? on a créé vraiment une communauté plus qu'une base d'email. Donc tu vois, The Ouais. Braderie, ça a été une construction de communauté. Aujourd'hui, on a quasiment 1 million de followers sur Instagram avec qui on construit The Braderie au quotidien. C'est-à-dire que typiquement, on leur pose en permanence des questions. Ça va être quelles sont les marques que vous voulez retrouver sur The Braderie, plein de choses que notre communauté nous nourrit. Donc c'est une Et c'est co-construction. une co-construction avec la communauté. Ça, c'est un truc qui est ultra important depuis le début de The Braderie et qu'on a continué à développer, bien qu'on ait changé d'échelle, parce qu'évidemment, la boîte a grandi depuis qu'on s'est lancé. Donc, on essaie de constamment essayer de comprendre ce que veut notre communauté, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait pas bien. Surtout, c'est ultra important de comprendre ce qu'on fait pas bien. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel, avec Tim, on est ultra attentif. Et donc, co-construire, et après, construire quelque chose qui est dans l'air du temps. Donc, tu vois, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, on utilise beaucoup les influenceuses, on raconte beaucoup l'histoire des marques avec lesquelles on travaille parce que la clientèle qui est plus jeune je pense, a plus envie De savoir de ce que veut savoir les valeurs de la marque. Ouais. exactement. Et donc, pour ça, ça implique, bah, de créer du contenu spécifique que les acteurs historiques ne faisaient pas et ne font d'ailleurs toujours pas vraiment. On est encore la plateforme la plus forte sur ce segment sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un truc qui est hyper important à rappeler, même si ça paraît une évidence, mais il est toujours mieux de le rappeler, c'est que le concept de la vente événementielle, c'est le sourcing des marques qui veulent déstocker ou se débarrasser d'un surstock d'une collection souvent antérieure. Ouais, De l'autre côté, une communauté, tu viens de le mentionner, ouais, des acheteurs, en l'occurrence plutôt des acheteuses, qui cherchent le bon plan entre guillemets, et exactement. donc la plateforme est le tiers de confiance qui permet ça. Effectivement, travailler la communauté, c'est fondamental parce que Ouais, c'est bien eux qui payent, mais si t'as pas le sourcing ouais. de l'autre côté, Bah, c'est ce c'est qui un était problème. difficile au départ et ce qui est toujours difficile aujourd'hui parce que en fait, on signe pas de contrat d'exclusivité avec les marques. Donc, c'est pas parce que tu travailles une fois avec une marque qu'elle voudra travailler avec toi la prochaine fois. Ce qui nous impose un niveau de rigueur permanent parce qu'en fait, tu peux jamais te reposer sur tes lauriers. Et d'ailleurs, moi, je suis encore hyper respectueux et admiratif des fondateurs, que ce soit de Showroom avec qui on a travaillé ou VP qu'on connaît moins, mais pour qui on a Thierry aussi Petit qui est beaucoup passé de... sur ce podcast Bien sûr. il y a quelques années. Et tu vois, encore aujourd'hui, je suis très impressionné de voir que ce soit David Dayan, le fondateur de Showroom, ou Jacques-Antoine Grandjean, le fondateur de VP, bah, ils sont vraiment les mains dans le cambouis parce que tu dois en permanence te remettre en question et
te battre. C'est comme si chaque vente que tu vois passer sur VP, sur Showroom ou sur The Braderie, l'acteur en question a gagné un appel d'offres sur ce stock, tu vois. Donc tu es en permanence en train de devoir avoir un niveau d'exigence et de qualité de service pour tes marques. C'est quelque chose où je pense qu'on partage l'ADN avec les acteurs que j'ai mentionnés, un ADN vraiment B2B fort. On essaye d'offrir une qualité de service optimale pour nos marques. Et quand je te dis ça, et s'il y a des marques avec lesquelles on travaille qui vont nous écouter, de se dire putain, alors qu'il y a j'aimerais que ce soit comme ci, j'aimerais que ce soit comme ça. Là, on a passé peut-être 6-12 mois avec Tim, notre équipe finance, notre équipe opérationnelle, pour repenser totalement l'expérience d'une marque chez nous. Et là, on va lancer des grosses avancées au premier trimestre. Donc, on a hâte de partager ça avec nos partenaires. On va revenir en détail là-dessus. Avant qu'on parle du marché, parce que tu as Ouais. commencé à mentionner le marché de façon sibylline, c'est-à-dire que quand tu dis il faut toujours aujourd'hui finalement remettre les mains dans le cambouis, Ouais. c'est aussi parce que le marché de la mode aujourd'hui est pas le même que celui qu'il était il y a 8 ans. On va parler du marché, mais avant qu'on le fasse, la photo la photo actuelle de The Ouais. Braderie, c'est quoi en termes de chiffres que tu peux nous communiquer, de people Ouais. Alors, on est dans... Il y a le Pour situer un petit peu exactement, compteur Shopify juste derrière. Là. on a un compteur de commandes Shopify, donc je le regarde, je l'ai au bureau et à la maison. Ouais. Et on est à plus de 3 millions de commandes depuis la création de The Braderie. Donc ça, c'est pour donner un petit peu un ordre de grandeur du nombre de commandes depuis la création. On a passé les 100 millions de GMV annuels l'année dernière. Donc le GMV, pour ceux qui sont pas à l'aise avec la notion, c'est le volume d'affaires réalisé sur la plateforme. Exactement. On a plus de 70 personnes maintenant qui travaillent avec nous sur cette aventure The Braderie. Il y a 5 ans, tu te souviens, vous étiez combien il y a 5 ans? En fait, je suis nul avec les dates. Tellement... On devait être 10, je pense. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Moins de 10 peut-être. Ouais. Et voilà, grosso modo, ce que je peux te dire. Et si tu as des questions, je rentrerai plus en détail. Combien de marques vous avez aujourd'hui, tu le sais ça? C'est pas une métrique qu'on cible vraiment, mais tu vois, l'année dernière, on a dû organiser 3-4 ventes par jour, donc ça fait 1000-1200 opérations. Okay. Et on travaille 2 fois par an avec les marques, donc ça fait 500-600 marques partenaires. Bon, on va revenir dessus, merci pour ça. Le marché, justement, on commençait à en parler rapidement en introduction, puis là, il y a 2-3 secondes. Le marché, il est plus le même, il y a des acteurs nouveaux qui sont arrivés, il y a l'ultra fast fashion, il y a des marques historiques qui se sont cassées la gueule, qui n'existent plus. Ouais. Là-dedans, comment évolue la vente événementielle? Comment en début 2026, on enregistre ça, on est le 21 janvier. Ouais. Quel diagnostic, analyse tu fais du marché? Alors, déjà, il y a plusieurs menaces dans ce que tu mentionnes. L'ultra fast fashion. Donc, on regarde évidemment ce que font, je sais jamais comment le dire, Shein. Ils ont un panier moyen à 25 ou 30 euros. Nous, on a un panier moyen à plus de 100 euros. Donc, évidemment, on regarde attentivement ce qu'ils font. Je pense que ils ont concurrencé d'autres acteurs plus qu'ils nous ont concurrencé nous. Donc, ça n'a pas été une menace très forte dans le passé, mais on regarde quand même très attentivement ce qu'ils font pour s'assurer que ça ne le deviendra pas dans le futur. Est-ce qu'ils peuvent, malgré, c'est pas de la concurrence directe, ça je le comprends bien. Est-ce que pour autant, l'arrivée d'acteurs comme cela vient chambouler les habitudes de consommation en règle générale et donc de façon indirecte avoir un impact sur tes consommatrices? C'est possible, mais je pense que tu vois, dans n'importe quelle période d'une activité, il y a toujours des menaces indirectes, des acteurs indirects. Donc tu vois, il faut toujours essayer de s'en prémunir, mais je pense que nous, on est nouveau dans le marché et donc on est encore tout petit par rapport à Showroom ou à VP, par exemple. Donc, on a déjà beaucoup à gagner sur le marché dans lequel on est avant de commencer à trop me focus sur des menaces indirectes, tu vois. Okay. Je pense soyons bons déjà dans ce qu'on fait et on a des parts de marché à gagner. Donc le marché, cependant, le marché de la mode, il évolue. Ouais. Il évolue avec l'ultra fast fashion, tu viens d'en parler. Ouais. Il évolue autrement, tu l'as dit tout à l'heure un petit peu.
les jeunes générations, la génération Z, elle est intéressée aussi par la façon avec laquelle une marque se raconte, Bien les sûr. valeurs qu'elle propose. C'est une évolution c'est un trait d'évolution qui s'accroît, qui se renforce en ce moment, ou c'est quelque chose qui est une composante avec laquelle tu continues de vivre? En fait, moi, je trouve que tout le monde doit s'imposer un niveau d'exigence très haut. En fait, moi, mon constat, c'est ça peut marcher, mais c'est pas facile. Et je pense que dans le passé, il y a eu des années un peu euphoriques dans la mode où il y a beaucoup de gens qui étaient moyen bons, qui s'en sortaient très bien. Et aujourd'hui, le moyen bon ne suffit plus. Et qu'il faut être très très bon. Et je parle pas pour nous parce que nous on est dans un secteur très particulier qui est la vente événementielle. Donc il y a plein de choses qui font que notre métier est différent de celui des marques. Mais je pense que pour les marques, le moyen bon ne suffit plus et il faut être Ouais. excellent. Et moi je vois les marques avec lesquelles on travaille, elles ont souvent traversé des périodes un peu difficiles récemment parce qu'il y avait une force d'inertie de décision qu'elles ont pu prendre dans le passé. Mais je suis trop content de voir que des marques dans lesquelles les gens reprennent les choses en main, se reconcentrent sur les fondamentaux et font des choix stratégiques qui sont bien adaptés à la situation, repartent super bien. Ah mais alors là, je peux que cautionner ce propos. J'ai en tête un épisode que j'ai enregistré avec Axel Martelly de Maison 123. C'est un super exemple. C'est exactement ce que tu es en Ouais, train de décrire. c'est un Un super exemple. retournement de Et tu marque. vois, moi, je prends souvent l'exemple de Maison 123. Je suis très admiratif du travail qu'a fait Axel et ses équipes, que je connais pas personnellement. Mais Maison 123, il y a peut-être 3-4 ans, donc à l'époque où assez peu de temps après le moment où on a fait le podcast, il y a les équipes de Maison 123, Maison 1, 2, 3, je sais jamais comment on le dit, qui nous ont contactés pour faire une opération ensemble. Et j'ai eu enfin, en tout cas à l'époque, ça ne passait pas les critères de sélectivité qu'on s'imposait. On considérait que la marque était pas suffisamment désirable pour venir sur la plateforme. Et j'en rigole souvent aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est prêt à faire le grand écart pour avoir Maison 123 sur The Braderie. Et c'est ça où tu vois à quel point en fait les marques sont mouvantes, tu vois. Une marque qui était vraiment en difficulté il y a 3-4 ans, Vieillotte, aujourd'hui est en poussiéreuse. pleine forme avec un très bon dynamisme. Donc en fait, moi je suis hyper admiratif justement du travail qui est fait par les marques pour redorer leur image et redonner de la désirabilité. Et il y a plein de marques qui sont en train de faire un travail incroyable en ce moment et qui repartent pleine balle. Et c'est pour ça que moi je suis enthousiaste de me reprojeter dans cette activité parce que je suis convaincu. En fait, il y a pas la caméra, mais ni Cyril ni moi, enfin on n'est pas tout nus, on est habillés. Et donc en fait, les gens continuent de s'habiller et donc continuent d'acheter chez des marques et donc continuent de faire tourner la machine de la mode. Et évidemment, il y a des évolutions, mais on va continuer à s'habiller dans le futur. Donc je suis convaincu que les bons vont continuer à bénéficier du fait que les gens achètent pour s'habiller. Et c'est la prime à celui qui sait s'adapter, qui est bon et qui a compris le produit, le prix, la marque, le marketing, la marque. La désirabilité, C'est ouais, ça. ultra important. C'est hyper important. Et derrière, un truc que personne ne voit mais qui est fondamental, c'est le contrôle de gestion. Ouais. Les opérations, l'exécution des opérations et le contrôle financier de chacune de ces opérations, c'est ce qui permet que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Bah, t'as très bien résumé. Côté consommateur, on l'a un peu abordé. Les jeunes générations, les plus jeunes générations sont toujours aussi sensibles, plus en plus sensibles, moins en moins sensibles à la vente événementielle. Comment elles se comportent par rapport à cette offre du marché? Bah, je pense déjà que la vente événementielle a évolué. Quand Vipy s'est lancé en 2004, il y avait les marques n'avaient pas de site e-commerce, donc c'était vraiment les seuls à disposer d'offres discount en ligne de folie. Donc les gens, ils étaient complètement dingues
quand il y avait une vente VP chez Zadig, les gens ils pétaient un câble. C'était vraiment, leur excitation était une fonction du côté exceptionnel de l'offre parce qu'il n'y avait pas d'autre offre discountée en ligne. Nous, fast forward plus de 20 ans après, ce serait mentir de dire que notre offre elle est aussi exceptionnelle qu'elle ne l'était à l'époque où VP s'est lancé, parce que Le aujourd'hui contexte est plus du tout le même. les soldes commencent un mois avant les soldes, terminent un mois après les soldes, avec les ventes événementielles, les ventes privées, les ventes privilèges, toutes les marques l'appellent comme ils le veulent. Les marques ont développé une activité e-commerce, surtout ça s'est accéléré après le Covid, et donc euh, proposent des offres en ligne aussi à leur base membre. Donc nous, on doit exister dans cet univers d'offres beaucoup plus concurrentiel qu'il ne l'était à l'époque. Donc il faut proposer autre chose à ta communauté que simplement une offre, parce que ça ne suffirait plus du fait que les gens sont sursollicités. Et donc pour ça, je pense que c'est super important que The Braderie se crée une marque forte en tant que telle et qu'on devienne une destination d'achat vraiment global, lifestyle, dans laquelle les gens ont l'habitude de se connecter, parce que le l'envers du fait que maintenant les offres sont beaucoup plus disponibles, c'est que les gens sont sursollicités et donc sont noyés dans les offres. Et donc nous, en fait, on a beaucoup plus une mission de curation, de sélection des offres pour permettre aux gens de s'y retrouver et d'en permanence avoir la sensation que The Braderie a fait le taf, de leur sélectionner les meilleures offres, de leur offrir une expérience d'achat qu'on essaye de faire la meilleure possible et de continuellement essayer d'imaginer comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens viennent acheter chez nous plus souvent et leur offrir une expérience d'achat la plus agréable possible. Bah, merci pour cette analyse. On va aller plus loin maintenant dans le fonctionnement de The Braderie, et pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui, j'aimerais que tu nous racontes un peu le passage par showroom. Ouais. J'ai l'impression que ça a été un game changer. C'est quelque chose qui vous a boosté. Il y a l'histoire avant, l'histoire après, même si c'est une relation capitalistique. J'imagine que ça allait quand même un peu au-delà. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que ça a changé? Bah, c'est toujours une question de perspective. Nous, là, t'es dans nos bureaux qui sont pas chez Showroom et on n'a jamais été dans les bureaux de Showroom. Tu vois nos équipes qui sont les gens que nous avons recrutés avec Team, et ces gens-là sont jamais passés par chez Showroom. On a notre technologie qu'on n'a pas acheté, mais c'est Shopify. Donc en fait, on a notre mode de fonctionnement qui n'est pas celui de Showroom parce qu'ils sont pas sur cette plateforme, et on a nos relations directes avec les marques. Donc sur les grands fondamentaux, en fait, Showroom a été plutôt passif qu'actif. Ok. Et pour ce qui est de la relation capitalistique que nous avons eue, ils ont investi de l'argent dans The Braderie, mais ça a été 100% de cash out, dans lequel en fait l'argent a contribué à cleaner la cap table des investisseurs qui étaient rentrés au préalable, et Tim et moi qui avons vendu un petit peu de part à l'époque. Donc en fait, il n'y a pas eu d'argent investi par Showroom dans le développement de la société. Le point sur lequel Showroom nous a apporté, c'est sur la partie logistique, parce qu'on a bénéficié de leur expertise logistique at scale, parce qu'ils faisaient beaucoup plus de volume que nous, continuent de le faire. Mais là encore, en fait, nous, on fait 70 à 80% de nos expéditions en dropshipment. C'est-à-dire que la marque expédie directement à nos acheteurs. Et donc, en fait, on a un outil logistique qui est... Qui représente quelle partie des ventes? C'est quoi? 10, 15, 20%? 20%, tu vois, donc 20%? c'est pas game changer. Donc, en fait, nous... Même la reverse logistique, c'est les marques qui l'assument? Ouais, de plus en plus. Donc, en fait, nous, on a... Je pense que factuellement, Showroom nous a pas beaucoup apporté d'un point de vue des différents fondamentaux que je t'ai partagés. En revanche, nous, on a beaucoup échangé, parce que tu vois, il y avait personne de Showroom au bureau. Donc nous, notre quasiment unique point de contact avec Showroom, c'était David, le cofondateur de Showroom. Si t'as échangé avec Thierry Petit, donc l'associé de Thierry avant que Thierry parte de chez Showroom. En fait, nous, on a beaucoup échangé avec David, et David, là où il nous a apporté, c'est qu'on est passé de très jeunes entrepreneurs à des entrepreneurs aujourd'hui où on est beaucoup plus aguerris que quand on est arrivé.
Il nous a beaucoup appris dans sa dans l'ambition qu'on pouvait donner au projet The Braderie, parce que finalement aujourd'hui on est encore petit par rapport au marché et lui il a toujours été très ambitieux pour Showroom, et donc ça on a beaucoup appris aussi de sa vision et de son ambition, et il nous a aussi beaucoup appris dans sa capacité à négocier, à être ferme, à se battre pour avoir ce qu'il veut. Et là-dessus, moi, je suis très admiratif de sa combativité et de son ambition, et de et ça, je pense qu'on a beaucoup appris au contact de ces traits de sa personnalité. Qu'est-ce qu'il avait comme ambition en prenant une part du capital de The Braderie? Je pense que sa vision, elle était bonne, de se dire, le positionnement de The Braderie sur une typologie de marque, premium auprès d'une audience jeune, il y a une opportunité de développement, et il s'avère on a beaucoup grandi depuis qu'il est rentré, donc sa vision à l'origine, au moment où il est rentré, était bonne. Hem, je pense que en revanche, ce qu'il a dû avoir un peu plus de mal à visualiser, c'est que, on est des sociétés qui sont très, heu, intuitu personae, et donc c'est compliqué de, mmh, D'intégrer un modèle? d'intégrer un modèle différent du sien, dans une boîte beaucoup plus grosse. C'était ça qu'il avait derrière la tête en Bah, prenant je une... pense qu'à terme, il prévoyait de l'intégrer, mais que tout ça a été, c'est compliqué honnêtement, même moi, je me dis, demain, le jour où je rachète une boîte, je réfléchirai beaucoup aux difficultés qu'on a pu avoir, nous, en tant que petite boîte, si un jour on devait rentrer dans le showroom, parce que les process sont différents. Donc, il y a plein de choses qui font qu'une petite boîte fonctionne, qui, quand tu le confrontes avec, un modèle plus gros, plus complexe, plus rigide, viennent un peu casser le jouet, tu vois? Donc, je pense que si nous étions partis avec Tim et que Showroom avait récupéré le modèle et que avait dû mettre en place ses process chez The Braderie, c'est sûr que The Braderie aurait été un peu plus, Intégré. Ah oui, mise en une difficulté. mise en difficulté dans En un fait, modèle plus aujourd'hui, intégré. exactement, nous, la raison pour laquelle on gagne aussi des parts de marché, c'est parce qu'on est très agile, parce qu'aussi on est petit, tu vois? Donc, je pense que c'est assez difficile d'intégrer des boîtes. En tout cas, il y a des structures qui en ont fait leur savoir-faire, tu vois? Je pense à des groupes, comme EDG. Je Mmh. sais qu'ils intègrent plein de structures, donc c'est devenu leur modus operandi que d'agréger plein de boîtes petites, et pour faire quelque chose de plus gros, plus fort. Je suis pas sûr que ce soit ultra adapté pour notre activité. C'est, de notoriété publique que, la situation financière de Showroom, elle est pas au top. Il publie, il communique sur ça. Est-ce que c'est ce qui a motivé la sortie, de Showroom, du capital, de The Braderie? C'est quelque chose d'autre? Comment ça s'est passé, cet exit finalement? Mmh, honnêtement, je pense pas que ce soit ça, le numéro un. Je pense que le numéro un, ça vient justement de cette, je pense, la réalisation commune de David, Tim et moi, que l'intégration post-départ de nous 2 allait être compliquée, et donc que, nous, on n'avait pas envie d'abandonner le navire et de laisser une boîte, qui allait être, compliquée à intégrer. Parce qu'aujourd'hui, on a 70 personnes qu'on adore. On a, comme je vous dis, comme je t'ai dit, plus de 500 marques avec lesquelles on travaille. Donc on n'avait pas envie de laisser tout ça, un peu en perdition. Donc il y avait ça. Je pense, la réalisation que ça allait être compliqué de continuer à développer The Braderie après notre départ, et nous, notre volonté avec Tim, en fait, de se reprojeter. Donc le mix de ça, L'option de racheter, les parts de Showroom, elle est arrivée sur la table rapidement? ouais, assez, en fait. En fait, c'était assez naturel. Je pense que David s'est dit: «Oh là là, ça va être compliqué sans, Tim et Édouard», et nous, on lui a dit: «Bah, écoute, en vrai, si c'est compliqué, autant qu'on te rachète», Et la négo, et elle a été compliquée ou pas? te dire que David est, quelqu'un,
pour qui la négociation est Dans son ADN, hein. c'est d'une facilité absolue, ce serait de mentir parce que mais c'est aussi ce que j'admire beaucoup chez lui, c'est que c'est un négociateur hors pair, tu vois. Donc si en face de toi t'as un négociateur hors pair, la négociation est par définition difficile. Après moi je suis super content d'avoir récupéré The Braderie dans les conditions qu'on a réussi à avoir. Je crois que lui aussi est content du deal, donc Et la finalité est positive pour tout le monde. pour les 2 parties, c'est essentiel parce qu'il faut que tout le monde sorte gagnant, surtout quand le business est là et que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une partie des opérations qui sont opérées par Showroom, Non. dans la logistique, il y a plus rien? Non, et tu vois, c'est aussi le symbole de notre indépendance. Et c'est la raison pour laquelle avec Tim, on s'est dit ça vaut le coup de le reprendre. C'est parce que on n'était pas intégré chez Showroom. En fait, au moment où on a signé, on s'est serré la main. On reste en super bon terme avec David. Tu vois, je déjeune avec lui demain. On s'apprécie mutuellement. Il y a aucun sujet là-dessus. Et en fait, on n'avait pas d'équipe, pas de bureau, pas de tech en commun. Notre logistique, en fait, on est chez un partenaire externe avec qui travaille chez Showroom, mais c'est un prestataire externe. Tu vois, il y a aucun sujet particulier. Et donc aujourd'hui, c'est depuis quelques mois, c'est ça? Ça fait même pas un mois qu'on a signé. Ça y est, Ouais. un mois? C'était juste avant Noël ou Ouais, quelque chose comme je crois que ça? c'est le 20 décembre. Ouais, un mois, et on est à un mois près, Ouais. tu vois? On est à un mois. Hem, vous vous reprojetez. Alors déjà, est-ce que il a fallu faire un effort de se dire: «Dans un coin de ma tête, je suis en train de me dire, je vais faire du cash out en laissant dans une option A, la boîte revenir à l'intérieur de la galaxie, Showroom», puis Ouais. finalement se rendre compte que ce sera pas cette option-là, Ouais. mais ce sera une autre. Donc il va à nouveau falloir se remonter les manches, que non seulement je fais pas du cash out, mais il va falloir trouver un plan de financement pour reprendre, les parts. Hem C'est dur ça pour vous 2, c'est quelque chose qui ou alors, finalement, le projet était tellement ambitieux, tellement sexy que ça vous a donné une patate d'enfer? Comment on est? Parce que c'est 2 options qui sont Ouais. radicalement En fait, différentes. moi, j'ai détesté la période plus d'inconnu. J'ai détesté ne pas savoir si je vais partir ou je vais rester. Ouais, l'inconnu, J'aime pas du tout. ouais. À partir du moment où je savais que j'allais rester, j'étais trop content. En fait, moi, les 2 plans m'allaient. Mais juste, il fallait pas que je suis pas, j'aime pas ne pas, en fait, je donne trop de ma personne dans ce que j'entreprends pour ne pas savoir dans quelle direction je vais. Et c'est d'ailleurs, tu vois, une des grandes leçons qu'on s'est données avec Tim, la charge mentale de ne pas savoir exactement où tu vas. Même si tu vas dans le mur, c'est pas grave, je sais pas comment te dire. Non, mais Tu es c'est maître de ton humain. destin. Ce que tu es en train de décrire est foncièrement humain. N'importe quel être humain dans une situation est en stress quand il sait pas. Ouais, Que ce soit bon ou mauvais, à partir du moment où il sait, il ouais. est plus dans le même stress. Même s'il sait que ça va être mauvais, mais au moins il sait. Exactement. Et donc moi, cette période-là, je l'ai vraiment pas kiffé. Et tu vois, on avait, ça a quand même duré peut-être un an et demi, tout ce que je t'ai raccourci là. Ouais. Et je devais avoir 30 à 40% de mon temps qui était dédié à échanger avec mes avocats. On a changé 3 fois d'avocat. D'ailleurs, la dernière avocate s'appelle Julie Cittadini de chez Winston. Je l'adore. Si quelqu'un écoute et cherche une avocate, c'est quelqu'un d'exceptionnel avec son équipe. C'est vraiment des gens qui ont contribué grandement à faire en sorte qu'on se mette d'accord dans les négociations, comme je t'ai dit, qui étaient pas faciles. Il fallait avoir des bons traducteurs et elle a été exceptionnelle. C'était vraiment quelqu'un que je recommande, que j'adore, et professionnellement et humainement, parce que une avocate aussi fait un peu le travail de psychologue de temps en temps, et elle l'a fait parfaitement bien. Et après, il a fallu trouver les financements et donc échanger beaucoup avec les banquiers. Et là, on avait une super équipe aussi qui nous accompagnait, qui s'appelle Scalen, qui nous a permis de réunir un pool bancaire pour faire le deal. Et on a aussi eu la chance d'avoir notre banque de flux, Banque Pop, avec Laurence Gaziglia qui a vraiment mené d'une main de maître ces discussions, avec Olivier aussi qui ont été exceptionnels. C'est vraiment des gens, et je leur ai dit de façon très émue au moment où on a signé le deal, qui changent la vie d'entrepreneur, tu vois, et de par la qualité de leur travail. Et je leur en serai éternellement reconnaissant parce que je suis super content de la finalité du deal. Mais après, est-ce que ça a été dur? Oui. Est-ce que tu as dû garder secret autour des équipes, tout ce qui se Ouais, passait? parce que fallait pas trop le dire.
En plus, Showroom est coté en bourse, donc tu peux pas trop mentionner tous ces échanges. Puis nous, on devait faire tourner quand même la boutique, donc ça a été une période compliquée. Il y a eu un peu de flottement côté équipe où c'est bon. Globalement, ça va. On a Ouais. de la chance d'avoir des équipes ultra engagées et exceptionnelles qui ont tenu la baraque pendant que nous, on essayait de sortir un deal qui était le mieux possible, je pense, pour la boîte. Donc c'était une période assez intense, et j'ai eu la chance en plus d'accueillir une petite fille, parce que je suis papa depuis le 22 novembre, et donc ça a été vraiment une année 2025 chargée. Tu vois, et je m'étais aussi donné un peu ce j'entends parfois les gens dire un hard stop, tu vois. En fait, je voulais pas gâcher ce moment de ma vie qu'allait être l'arrivée de ma fille, par des discussions incessantes avec des avocats et des banquiers, qui parfois sont quand même très génératrices d'énergie positive ou négative, plutôt négative de mon côté. C'était comment dire, le contrat, le deal était arrêté au moment de sa naissance, ou alors il y avait encore des petits Non, trucs? putain, on est reparti sur des petites négociations après sa naissance, mais le gros était, on avait déjà un peu, Ouais, c'était dégrossi. on voyait donc un il y petit a peu eu un mois, ouais, un petit mois encore un petit mois, ouais, de exactement. fine-tuning, on va dire. Mais voilà, mais après, il faut aussi, c'est la vie de l'entrepreneur. Il y a des choses qui se passent comme t'as prévu, des choses comme t'as pas prévu. Ça va avec tout. Et je pense que n'importe quel entrepreneur ou même n'importe quelle personne vit des choses plus ou moins difficiles dans sa vie d'entrepreneur. Puis quand je mets ça en perspective avec le fait que je bosse tous les jours avec mon meilleur pote, qu'on a la chance d'avoir une équipe de 70 personnes, que j'ai un toit, que je mange à ma faim, que je peux nourrir ma fille. Bon, c'est pas exactement passé comme prévu, mais on n'est pas malheureux, tu vois. Ouais. Objectivement, je Mais t'as suis raison, il faut relativiser hyper les choses. heureux de la situation. Et puis elle est formidable, en fait, cette opportunité qui se présente à vous, parce que c'est une nouvelle page, un nouveau chapitre, même plus exactement, que vous allez écrire. Ouais. Là, vous êtes en fait dans le dur, parce que quelque part, vous avez travaillé à la création du deal, à la naissance du deal avec Showroom. Ouais. Maintenant, il faut remettre du charbon dans la locomotive. Quand je suis rentré dans ton bureau, on enregistre dans ton bureau, je te remercie, Tiner. Ouais. Putain, c'est une feuille, il y en a partout. C'est hyper dense en ce moment. Bah, tant mieux, parce que il faut repartir de l'avant, et c'est la question que je te pose aujourd'hui. C'est quoi la suite de l'histoire? Qu'est-ce que vous avez en tête pour continuer à développer The Braderie avec Tim? Bah, déjà, en fait, on n'aurait jamais fait ce deal-là si on n'était pas ultra convaincu qu'on était au tout début de The Braderie. Donc, la conséquence, en fait, la source même de notre énergie entrepreneuriale pour The Braderie, c'est la conviction qu'on peut emmener The Braderie beaucoup plus loin que The Braderie est là aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel, avec Tim, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et ce qui était très important, c'était que cette conviction, je la partage avec mon associé, parce que sinon, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et il s'avère que et Tim et moi, en fait, quand on a compris qu'on allait avoir l'opportunité de reprendre The Braderie, on a eu une source d'énergie, mais comme tous les entrepreneurs que tu dois échanger ont parfois, qui est une énergie, je sais pas, c'est une boule de feu, tu vois. Et là, je suis trop content, mais profondément, de justement savoir que je me reprojette à long terme sur The Braderie. Je pense que l'erreur qu'on a faite en vendant à l'époque, c'était un peu court-termiste. De se dire, bon, bah, ça a bien marché, post-Covid, bam, on vend, tac, super, tchic-tchac. En fait, là, on se reprojette dans des sujets beaucoup plus long terme. Et moi, en tant qu'entrepreneur, le côté un peu court terme de on a un deal, il faut rentrer dans les clous du deal, de l'earn-out, les bidas, le machin, le truc. Moi, les tableaux Excel, je sais pas gérer Excel. Je sais même pas faire un tableau croisé dynamique. Ça me fait chier, ces trucs-là. Moi, j'aime réfléchir, me poser, comment est-ce qu'on peut vraiment développer le business, tu vois. Et là, savoir que, bon, on a signé le deal le 20 décembre, depuis la rentrée, j'enchaîne les rendez-vous sur comment est-ce qu'on peut créer de la valeur pour The Braderie long terme, mais ça me réjouit à un point, mais vraiment énorme. Et donc là, on a 1000 projets, vraiment. Il y en a quelques-uns que tu peux nous partager, des feuilles de route sur le développement. Déjà, le core business, on en a énormément sous le pied. Donc, je pense qu'il y a un sujet qu'on n'a pas trop mentionné jusqu'à présent, mais c'est déjà l'infrastructure produit de The Braderie.
Donc, on est sur Shopify. Historiquement, on est un site de vente privée. Aujourd'hui, on est une app de vente privée. On a toujours un site, mais ça représente moins de 20% de notre chiffre d'affaires. Le gros de notre chiffre d'affaires se fait sur l'application. Donc, on est constamment en train d'améliorer le produit de The Braderie avec une application où on essaie de créer une habitude de connexion quotidienne de notre communauté. Parce que ça, si tu arrives à faire en sorte que les gens ils viennent tous les jours sur ta plateforme, de la même manière que les gens se connectent tous les matins sur les stories Instagram, qui viennent découvrir les nouvelles ventes qu'on va proposer, c'est un game changer business. Donc, on essaie constamment de voir qu'est-ce qui est fait sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est fait en ligne, qu'est-ce qui est fait sur les sites e-commerce pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'adapter et le mettre dans le produit The Braderie. C'est un truc hyper important. Donc, le produit The Braderie, moi, je suis tout le temps petit-déj, dîner avec des marques pour essayer de comprendre aussi leurs besoins, adapter notre proposition de valeur pour évoluer avec les marques avec lesquelles on travaille. Il y a l'international. Les marques nous demandent beaucoup d'aller à l'international. Aujourd'hui, on n'y est pas. On est en train de recruter une équipe pour... Ce que je comprends, c'est qu'il y a l'exécution dans un premier temps, continuer à exceller dans l'exécution des deux côtés, que ce soit vis-à-vis des... B2B, B2C. Ouais, et voilà. Ouais. Avant de parler de l'international, il y a aussi, tu l'as dit tout à l'heure, un petit peu investir dans la marque. Ouais. Ça va avec ce que tu viens de dire. Ouais. Le réflexe de dire tous les jours, je me connecte sur l'app, c'est parce que The Braderie, c'est pas une plateforme technologique qui te permet d'arriver à trouver des ventes intéressantes. C'est autre chose que ça. C'est plus fort que ça. Parce que quand tu parles d'une marque, c'est de dire, dans la tête de tes consommatrices, je vais trouver autre chose, je vais vivre une expérience. En fait, il y a la notion expérientielle qui est fondamentale quand tu parles d'une marque de distributeur, de vente événementielle. Exactement. Donc, nous, il faut qu'on arrive... Et la marque The Braderie, c'est à la fois... C'est une combinaison de la sélection des marques avec lesquelles on travaille. Tout comme la marque Bon Marché, c'est les marques cool, belles que tu retrouves au bon marché, en plus de l'endroit qui est assez exceptionnel. Après, il y a l'expérience d'achat sur The Braderie qui contribue à la marque de The Braderie. Donc, on est constamment en train d'essayer d'améliorer ces différents points de contact qu'on a avec notre communauté. Et en fait, ce qui est génial et moi, ce que j'adore chez The Braderie et ce que je veux continuer chez The Braderie à fond, c'est que j'aime quand ça va vite. Et tu vois, entre l'app The Braderie il y a un an, l'app The Braderie aujourd'hui, il y a 1000 choses qui ont changé et je sais que dans un an, il y en aura encore 1000 autres. Et moi, tu vois, quand on me parle d'un projet qui sort dans 6 mois, c'est trop long, tu vois. Et c'est cette agilité-là, dans un monde qui va aussi vite que celui dans lequel on vit, on est obligé d'aller vite, en fait. Et ça, c'est un truc hyper important pour moi et je pense que c'est un des facteurs qui fait qu'on gagne des parts de marché. Pour aller vite, tu parles de l'app, donc qui dit app dit développement et qui dit développement dit potentiellement utilisation de l'IA. Est-ce que ça vient accélérer les développements, augmenter les fonctionnalités que vous déployez? C'est quoi cette réalité à l'intérieur de The Braderie? En fait, il y a 1 an et demi, je crois qu'on n'avait pas de tech en interne, tout en freelance, équipe technique externalisée, un peu naze, tu vois. Là, on a recruté une équipe technique en interne et pour la partie IA, en fait, je suis pas un spécialiste de la question, mais si on décompose l'IA est efficace que si on lui donne accès à des bonnes sources de données. Et donc, plutôt que de mettre la charrue avant les bœufs, là, on a fait un gros travail de fond sur avoir accès à la data au sein de tous les différents pôles de la boîte, mais avoir accès à de la bonne data. Et ça, j'avoue que je m'en rendais pas compte, mais ça a été quand même relativement compliqué et long à le mettre en place. Maintenant qu'on a ça, on commence à avoir des super bons résultats sur la mise en place d'outils IA qui nous permettent à plein de différents pôles de la boîte d'être plus efficaces, d'être meilleurs et d'aller chercher des petits points d'amélioration. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'enthousiasme tellement à l'avenir de The Braderie parce que on a 70 personnes là aujourd'hui. Moi, j'avoue que je ne rêve pas d'avoir 1000 personnes qui travaillent dans l'aventure The Braderie. J'aime bien connaître les gens qui travaillent avec nous. J'aime bien le côté humain d'avoir une boîte où on est aujourd'hui sur un plateau. J'adore ça, tu vois. Et j'aimerais bien le conserver. Et je me dis que l'IA va nous permettre de continuer à grandir tout en donnant des super pouvoirs aux gens avec lesquels on travaille. Et donc, faire en sorte que les gens avec lesquels on travaille vont pouvoir mieux travailler, peut-être même
préférer encore le travail qu'ils font chez nous, se concentrer sur les tâches les plus créatrices de valeur et donc qu'ils apprécient le plus. Ça va les augmenter, en fait. Ouais, exactement. Et avoir tu vois, moi, j'adore le côté un peu old school des boîtes où il y a des gens. Je te donne un exemple. Il y a une marque avec laquelle on travaille qui s'appelle Gérard Darel. C'est une des premières marques avec lesquelles on a eu la chance de travailler. Et chez Gérard Darel, c'est une boîte familiale. Et à l'accueil de chez Gérard Darel, il y a une dame qui, je crois, a pris sa retraite l'année dernière et qui était là, je crois, peut-être depuis 50 ans à l'accueil, tu vois. Et en fait, je trouve que on sort d'une phase dans laquelle les gens y restaient 1 an, 2 ans, 3 ans, tout le monde sortait, bougeait, machin. Moi, j'aimerais bien offrir aux gens qui travaillent chez The Braderie une perspective, un destin, la capacité de pouvoir rester, de s'épanouir chez The Braderie et de créer vraiment une aventure humaine long terme, puisque nous, on s'y projette aussi à long terme. Et j'espère que tout ce qu'on met en place va nous permettre justement d'offrir des opportunités professionnelles pour chacune des personnes qui nous ont rejoints beaucoup plus long terme. Et au-delà du fait que j'espère que ça va aussi contribuer à améliorer les performances globales. Tu parlais de l'international. Ouais. Comment on envisage l'international quand on est chez The Braderie? C'est comment on décide des marchés? Est-ce que spontanément on se dit c'est en fonction de là où il y a les consommateurs sont plus sensibles à la mode, je pense à l'Italie, ou là où il y a le plus de budget, peut-être en Allemagne? Comment on fait? Bah, déjà, en fait, nous, on veut capitaliser sur, on veut capitaliser un peu sur l'inertie positive du fait qu'aujourd'hui, on embarque quand même plus de 100 millions de volume d'affaires. On a des relations avec, je te disais, 500-600 marques. Donc déjà, si tu veux aller à l'international, il faut se poser la question, où est-ce que le business que je fais déjà va plaire? Pour déjà se faciliter un peu la vie. Objectivement, la Belgique, c'est relativement facile. Mais c'est une autre France, parce que en plus tu peux envoyer tes supports de communication en français. On est bien d'accord. Donc pour nous, il y a la Belgique, donc toute la région Belgique, Luxembourg, etc. L'Espagne, l'Italie, tu vois, ça c'est la priorité pour commencer. Parce que les marques avec lesquelles on travaille sont en mesure d'expédier aux acheteurs qu'on va être en mesure d'aller chercher là-bas. Donc il y a le côté opérationnel et lié aux marques, il y a l'expédition, la gestion des opérations, les expéditions et la gestion des retours, enfin tout ce qui est lié à ça, qui est important. Le entre guillemets le back office. Et puis tu vas devoir recruter pour chacun de ces pays-là. Donc là-dessus, on va recruter des équipes qui vont être focus 100% B2C sur les différents pays que j'ai mentionnés. Il faut savoir que chez The Braderie, il y a 4 ans maintenant, on avait eu un bureau à Barcelone. On avait un bureau d'achat, donc on sourçait des marques là-bas. Et on avait une fille qui s'occupait du marketing sur place. Et je crois qu'à l'époque, on avait dû faire quelque chose comme... Alors, voilà, les ordres, je vais vous donner les ordres de grandeur. On fait 2 fois moins de chiffre d'affaires en Espagne, en absolu, aujourd'hui, qu'on en faisait il y a 4 ans quand elle bossait là-bas. C'est naze. Ça montre bien, alors que entre temps, on doit être 4 ou 5 fois plus gros. Oui, il n'y a plus personne qui adresse le marché. En fait, comme personne adresse le marché, le site est mal traduit, les communications sont pas envoyées, enfin, bon, on arrête. Excuse-moi, je sais pas, c'est bon. Le sujet, c'est, le résumé de ça, c'est on n'a rien sans rien. Tu vois, donc, pour être fort dans un pays, ou même pour exister dans un pays, il faut avoir une stratégie locale. Et n'ayant aucune stratégie locale depuis 3 ans, même déjà faire 2 fois moins qu'à l'époque, c'est déjà pas mal. Je sais pas qui sont les irréductibles acheteurs qui achètent sur The Braderie depuis l'Espagne. Des Français basés en Espagne. Probablement, il doit y avoir que ça. Donc en fait, là, on est en train de rebâtir toute une stratégie internationale pour pouvoir espérer à terme faire 10-15% de notre chiffre d'affaires à terme. Je te dis plutôt à l'échelle de 2-3 ans, 10-15% de notre chiffre à l'international avant d'en faire plus. Et l'idée globalement, c'est au global, France plus international, c'est d'avoir une croissance à 2 chiffres année après année. Vous avez des ambitions élevées par rapport à ça? Ouais, alors 2 chiffres, ça peut être, ça va de 10 à 99%, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc oui, 2 chiffres, mais objectivement, si on fait 10% de croissance par an, c'est pas l'ambition qu'on s'est donnée, tu vois. Nous, on veut aller chercher une croissance très 30. Ouais, même plus que ça, tu vois. On a une ambition qui est hyper l'idée pour 2026, c'est d'arriver là, vous étiez, on va dire... c'est plus que 30%. Non, vraiment, on a
il y a 2 choses, il y a l'ambition que tu donnes au projet et il y a l'opportunité du projet. Soit on est complètement fou et on comprend rien avec Tim, et on a une très mauvaise lecture du marché, soit, on est plutôt, assez, juste sur l'ambition qu'on a et l'opportunité qu'on voit, et dans ces cas-là, on en a largement sous le pied. Moi, c'est tu vois, aujourd'hui, si on double pas de taille dans les 2 ans depuis qu'on a repris, non, il faut qu'on soit très rapide. Là, on a une ambition de malade. Des chiffres qu'on fait depuis le début de l'année sont dingues. On est à plus 45% de croissance sur le mois de janvier par rapport à l'année dernière. C'est des petits mois en absolu, mais relativement, ça reste quand même pas mal. C'était déjà un petit mois l'année dernière, hein, Mmh. et c'est toujours un petit mois cette année. Il a beau faire Donc, 31 jours, ça reste ouais, un petit mois. exactement. Mais tu vois, donc nous, on y va à fond. On investit sur des gros projets. Il y a plein de nouvelles choses qu'on va lancer, des choses qui vont marcher, des choses qui vont moins marcher. En tout cas, on va reprendre des risques sur les projets qu'on lance. Donc non, il faut qu'on cartonne. Moi, encore une fois, nous, je t'ai dit, on fait plus de 100 millions de GMV. VP fait, je crois, 3 milliards de GMV. Ils sont en gros 25-30 fois plus gros que nous. Et ils ont fait de l'acquisition externe aussi. Ouais, mais il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas faire un petit milliard ou deux, tu vois. Ça serait cool. Bon, eh ben, écoute, je te souhaite d'y arriver. Vraiment. En introduction, je t'en parlais. On conclut notre conversation sur la relation avec les consommateurs. T'en as un petit peu parlé. Je voudrais Oui. juste qu'on aille un peu plus loin. Data, CRM, acquisition. Oui. Comment c'est orchestré ça chez vous? Alors déjà, Tim, mon associé, avant d'être un mec immensément sympathique et génial, qui fait que, encore une fois, j'ai déjeuné avec lui aujourd'hui. Je pense qu'on déjeune quasiment ensemble tous les jours depuis 14 ans, et on a passé un très bon déjeuner. Donc, au-delà du fait que je l'adore, c'est le mec le plus intelligent que je connaisse. Et donc, sur ces sujets qui sont quand même pointus, techniques, dans lesquels il faut vraiment ouvrir le capot, c'est le meilleur que je connaisse, tu vois. Donc, Mais cependant, tu es quand même capable d'en parler un petit peu. ouais, je peux en parler un petit peu, mais c'est lui qui passe la majeure partie de son temps là-dessus. Et donc, on passe beaucoup de temps sur une analyse globale des différents points de contact qu'on a avec nos acheteurs, de l'entonnoir pour les faire jusqu'au premier achat, et après à la fidélisation. Et donc, vraiment, c'est des gros sujets pour nous. C'est aussi pour ça qu'on passe beaucoup de temps sur l'application, parce que c'est un outil de rétention exceptionnel, avec entre autres la push notification, qui est quand même beaucoup plus puissant qu'un email ou même un SMS, tu vois. Donc, on passe beaucoup de temps sur Vous ces avez sujets. réussi à obtenir combien de téléchargements de l'app? Je suis pas sûr de pouvoir te dire les bons chiffres, mais on a entre 150 et 200 000 personnes qui se connectent tous les jours. Ouais, ok. Et ce Tous qu'on les voit, jours. ouais, et ce qu'on voit, c'est que les gens ont la courbe de rétention entre aujourd'hui, le nombre de personnes qui se sont connectées hier, elle s'améliore chaque mois un petit peu. Ok. Donc ça, c'est des métriques de réseaux sociaux plus que d'acteurs e-commerce. Ouais. Et on essaye de regarder des métriques de réseaux sociaux. Alors on peut pas se comparer à Instagram, qui est, je crois, le all-time high rétention ever, n'importe quelle app confondue, n'importe quel outil confondu. Mais c'est des sujets sur lesquels on essaie de passer de plus en plus de temps. Et justement, qu'est-ce qu'on peut ajouter dans l'expérience globale de The Braderie pour faire en sorte que les gens se connectent naturellement tous les jours un peu plus? C'est un argument pour les marques de dire que vous avez cette stratégie d'acquisition, de fidélisation, d'animation de la communauté Bah, ce qui est génial dans l'application, c'est que c'est un monde qui nous qui vous appartient. Donc, il y a souvent des marques qui veulent limiter leur exposition en ligne sur le web. Et l'application nous permet de leur offrir un écran encore plus discret. Donc, il y a certaines marques qui nous demandent de faire des ventes exclusivement sur l'application, par exemple, pour D'accord. toucher que l'audience de The Braderie et de s'assurer que n'importe qui ne puisse pas voir la vente. Donc ça, c'est des trucs qu'on met dans la balance pour les marques avec lesquelles on travaille. Depuis tout à l'heure, on parle des consommatrices. Ouais, Les hommes là-dedans, ils existent ça grandit fort, l'homme chez nous, mais c'est euh, historiquement une communauté qui est un peu moins friande des ventes privées, et il y a aussi moins de marques d'hommes que de marques femmes. Donc c'est ça grandit fort chez The Braderie, mais c'est pas le cœur de notre activité jusqu'à présent. Là, aujourd'hui, c'est quoi, 95% de femmes? Non, c'est plutôt 75-25. Ah, quand même. Ouais. T'as un quart d'hommes. Ouais. Ouais. Donc, ça va dans le bon Et sens. ça grandit bien là. Ouais, on a eu des super belles marques sur la fin d'année, et ça continue de bien grandir. Et la croissance, elle se trouve là aussi? Ouais, entre autres. Ouais.
L'homme, il y a beaucoup à faire sur l'homme. Là, tu vois, on était, je trouve, pas suffisamment fort sur le sport. Il y a un site dans la même activité que nous qui s'appelle Private Sport Shop qui fait super bien le boulot sur le sport. Et alors le sport, je crois qu'ils sont à 70 ou 80% hommes. Et là, on a recruté quelqu'un qui vient de ces Private Sport Shop d'ailleurs, qui a commencé il y a 15 jours. Donc je pense que le temps qu'il prenne ses marques, au deuxième semestre, on va être bien meilleur en sport. Écoute, Édouard, merci beaucoup pour cet échange. Ça fait bientôt 1 heure qu'on enregistre, un peu moins, 56 minutes. Ouais. Merci pour ce partage. Merci à toi. Si quelqu'un veut entrer en contact avec toi, j'imagine que LinkedIn, c'est le bon moyen de le faire. C'est comme ça qu'on fait. Ouais, super. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours passer par moi. Je me ferai un plaisir. Sinon, mon email, c'est Edouard, donc mon prénom, EDOUARD, @thebraderie.com. Bon, voilà. Merci pour LinkedIn, je réponds pas, mais je suis quand même. Ouais, je réponds sur LinkedIn. Tu réponds et puis je peux toujours faire le passage. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité, les messages d'encouragement que vous manquez pas de me faire parvenir. Vous pouvez me retrouver moi aussi sur LinkedIn. Je vous rappelle que l'épisode est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, quelles qu'elles soient. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, vraiment je les oublie, elles y sont toutes, et YouTube aussi. YouTube vidéo et YouTube musique. Merci encore. Édouard, je te dis à bientôt et merci pour ton accueil. Merci à toi. Ciao.